Alors l'actualité est vraiment bouillonnante et je vous propose enfin de regarder la première partie de ma conférence de la semaine dernière en Vendée. Vous avez été très nombreux à beaucoup apprécier la seconde partie dans laquelle je parle du sang et qui est construite autour de la vie de Léonard de Vinci et qui va évidemment jusqu'à la période contemporaine en passant par la Khazars. Dans cette partie, je parle essentiellement de ce qui se passe actuellement et manifestement, comme vous allez le voir et l'entendre, ça passionne l'auditoire. J'avais environ 75 personnes dans la salle, qui était magnifique. Je remercie d'ailleurs les organisateurs. Sinon, une pensée pour mon ami Stéphane Gaillet qui est mort la semaine dernière et dont les funérailles auront lieu ce mardi. Je vais me rendre à Strasbourg et vous êtes un certain nombre, soit par tweet, soit par message, à m'avoir demandé de dire à la famille toute votre affection pour Stéphane. Je le ferai avec beaucoup de plaisir. Alors, que s'est-il passé au cours de cette semaine que je n'avais pas encore raconté dans ma conférence, puisqu'évidemment je suis toujours le plus proche de l'actualité? Eh bien, il y a un nouveau patron qui a été nommé au FBI. Il y a des négociations qui avancent très vite entre la Russie et les États-Unis au sujet de l'Ukraine, négociations dont sont absents d'ailleurs à la fois les Ukrainiens et les Européens. Et les raisons sont relativement simples. D'une part, pour les Américains, l'État ukrainien est défaillant puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles élections, mais également extrêmement lourdement endetté. Les Américains parlent de 300 à 500 milliards. Les Russes, eux, continuent à avancer tant que tout ça n'est pas conclu. Et de toute façon, Vladimir Poutine l'avait toujours dit, tant qu'il n'y aura pas des garanties fiables, ils ne feront rien qui peuvent donner la possibilité aux troupes de l'OTAN, de l'Europe ou ukrainiennes de réussir à nouveau à s'organiser pour tuer beaucoup de soldats russes, en tout cas trop. Qu'est-ce qui se passe également? On a eu les suites de l'affaire Brigitte Macron. Donc, est-ce que c'est besoin d'en rajouter? C'est énorme, mais ça pourrait avoir des conséquences fortes puisque Emmanuel Macron a été convoqué aux États-Unis. Et quand on pose la question à Grok de comment apprécierait la justice américaine si elle était saisie d'un tel cas et que des preuves très fortes où des indices multiples, concordants étaient apportés, montrant une fraude massive, montrant qu'il y a eu peut-être des meurtres, des collusions, des assassinats, et que tout ça a eu des conséquences graves qui mettent en danger la sécurité nationale américaine, eh bien, il y aurait la possibilité d'arrêter, en fait, même un chef d'État qui serait perpétrateur de tels actes. Donc, évidemment, je ne pense pas que ça puisse avoir lieu, mais c'est une possibilité. Et par les temps qui courent, on peut tout à fait imaginer que Donald Trump, même en discussion avec Vladimir Poutine et d'autres, considère que c'est une chance unique de régler bien des problèmes. Alors, évidemment, il faut pas trop rêver, mais on ne sait jamais. Voilà, que dire d'autre? Il y a des réunions internationales qui se déroulent en ce moment. On voit que les forces que j'appelle les forces du bien sont en train de prendre l'ascendant. La preuve la plus flagrante, c'est que la trêve continue à Gaza, ce que très peu de personnes auraient pu imaginer. En revanche, en Cisjordanie, c'est toujours particulièrement dur pour les populations. Évidemment, pour les populations à Gaza, ça reste un cauchemar. On n'est pas
la cible d'un génocide pendant des mois, génocide, nettoyage ethnique pendant des mois, sans conséquence après, d'autant que l'arrivée de l'aide humanitaire est toujours rendue extrêmement compliquée par les règles qu'impose le régime de Netanyahou, qui, à mon avis, est quand même en bout de route, d'une part parce qu'ils ne pourront pas changer et que les pays qui veulent la paix ne peuvent plus supporter d'avoir un acteur comme ça. Sinon, il y a les obsèques aujourd'hui de Nasrallah à Beyrouth. Ça se passe dans un stade qui est archi-comble. La ville, la banlieue de Beyrouth, tout est archi-comble. On parle de plusieurs centaines de milliers, mais en réalité, sans doute des millions et des dizaines de millions de personnes dans le monde qui vont suivre en direct cet événement et se joindre à la peine, évidemment, des Libanais, mais de tous ceux qui considéraient qu'il s'agissait là d'un chef religieux, d'un chef de parti, qui était beaucoup plus une force de paix et de stabilité que le personnage qu'on a essayé de peindre de lui pour justifier son assassinat et la destruction d'un quartier entier de Beyrouth, y compris les civils qui y vivaient. Je vous rappelle, parce qu'on aurait tendance parfois à oublier ça un peu vite, toutes ces campagnes de bombardement et d'assassinats ciblés depuis des années, mais particulièrement au cours des derniers mois, qui ont été perpétrés par le régime de Tel Aviv. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment. Merci de vous abonner à cette lettre. Merci de me contacter à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Si vous voulez discuter avec moi de miel, si vous voulez discuter avec moi de rejoindre ma lettre Substack et en particulier de découvrir les récentes lettres Substack, dont une qui a l'air de beaucoup plaire sur les complots, qui est parue hier. Donc je vous invite à la découvrir. Vous allez sur substack.com, substack.com, et le nom est Bertrand55. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas à mettre des likes et à partager. Un petit clin d'œil pour le miel. Donc ici, dans ma main, un extraordinaire miel d'acacia. Alors bonjour à tous. Et c'est pas la première fois que je viens en Vendée, puisque j'étais venu à Pétos il y a 2 ans, un peu plus. Ouais. C'est la première fois que je faisais une conférence dans ce monde entre guillemets appelé complosphère. Donc, c'est mieux. Non, sinon, vous m'entendez comme ça? Non, mais comme ça, tout le monde va faire le silence. Donc, et j'aime bien votre région. En fait, quand on visite la France, et moi j'ai marché beaucoup l'année dernière sur les chemins de Compostelle, c'est beau partout. On habite dans un pays merveilleux où il y a des villages, des villes, des gens, des animaux et de la nature. Et moi, je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé faire ça. Marcher le long des rivières, rentrer dans les églises, faire sonner les cloches. Et je me suis dit, mais c'est fantastique. Et quand vous faites sonner les cloches d'une chapelle ou d'une église sans être autorisé, il y a tout un village qui se réveille. Que les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enterrement, il y a quelque chose. On n'a plus entendu les cloches depuis 10 ans parce que personne n'ose faire ça. En fait, personne n'ose faire vivre en dehors des sentiers battus. C'est-à-dire qu'on est devenu extrêmement discipliné. On ne boit plus le lait des vaches. D'ailleurs, il y a même des gens qui
qui font du lait, qui ne veulent pas boire eux-mêmes, hein, parce que peut-être ils savent que c'est plus très bon en fait ce qu'on fait. Alors c'est pour ça que j'ai apporté du très bon miel. Tu vois. Ah non mais je suis transparent. Hein. Si, quand je parle, j'essaie de vous dire vraiment au mieux ce que je pense. Et quand je propose du miel, c'est vraiment pour vous faire découvrir quelque chose d'intéressant. Donc, dans les sujets dont je vais parler aujourd'hui, évidemment, il y a l'actualité, parce qu'il y a une actualité extrêmement incroyable qui est en train de se dérouler en ce moment. Et c'est difficile de l'appréhender, parce que tous les jours, il se passe quasiment ce qui se passait avant 1, 2, 3, 10 ans. Ouais, c'est incroyable. Il y a des invitations de Vladimir Poutine qui invite Donald Trump à venir à Moscou. Donald Trump qui dit oui, mais peut-être on pourrait se retrouver à Riyad en Arabie Saoudite. Et Ben Salman dit mais si c'est chez moi, il faudrait que Xi Jinping vienne aussi. Enfin, on voit en fait une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. Donc ça, je vais vous en parler plus dans une deuxième partie. Mais il y a un sujet qui intéressait beaucoup Nathalie, voilà, et qui avait écouté dans une de mes émissions, mais j'étais passé sur ça assez rapidement. C'est le thème du sang, le thème du Graal en fait. Et j'en parle souvent, mais en effleurant, et en particulier, parce que c'est pas très loin d'ici, enfin c'est assez loin, mais pas très loin, parce qu'il y a des gens qui sont venus de Tours. C'est l'histoire de Léonard de Vinci. Moi, je ne suis pas très expert dans l'histoire de Léonard de Vinci, mais vous allez voir, il a une histoire assez particulière qui s'inscrit dans une longue histoire, en fait, de personnes qui ont une caractéristique, selon moi, assez particulière, en opposition avec des personnes qui sont dressées pour avoir un comportement assez particulier. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, dans le monde, il y a 3 camps. Il y a les gens comme nous, on est dans le camp des humains normaux. Il y a des camps un camp avec des gens qui sont le mal incarné, en fait, et qui ont été, qui font partie de dynasties du mal. Alors, on les connaît, hein, souvent c'est par héritage, par formation, par sélection. Et en France, on est bien placé pour savoir, avec tous les scandales qui sont en train de se passer, que ça existe. Hein, et ça existe à tel point qu'on ne connaît même pas l'histoire, l'enfance des personnes en question. Tout est mystérieux, tout est caché. On ne sait pas vraiment qui sont leurs parents, leurs frères et sœurs. On n'est même pas sûr de leur genre. C'est pour vous dire. Enfin. Vous imaginez que la France... Non, mais la France, c'est une puissance nucléaire. C'est fou. Ok ? Il n'y a pas beaucoup de puissances nucléaires officielles dans le monde. On est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. On est membre permanent. C'est-à-dire, on est dans les 5 pays qui sont censés avoir une autorité morale sur le monde, puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'instance suprême de régulation des relations entre les pays du monde. Et on découvre qu'en fait, enfin pour ceux qui sont en train juste de s'intéresser à ça aujourd'hui, que le président donc d'une puissance nucléaire qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, on ne sait rien de lui. On ne sait rien de sa femme, à part qu'il y a quelque chose d'incroyable qui a été monté de toutes pièces pour lui permettre un sacre au pied de la pyramide du Louvre en 2017 et en 2024 dans Notre-Dame de Paris, qui était une forme de couronnement. Et donc je vais raconter un petit peu ça et expliquer en fait quel est... le cas particulier en fait de Léonard de Vinci et la place du sang dans ce camp du bien. Alors, les gens qui me suivent savent que j'aime bien simplifier les choses pour que moi je puisse les comprendre. D'ailleurs, le monde il est tellement compliqué, ça part dans tellement tous les sens, et puis vous avez des gens qui disent ah non mais lui il a fait ça, un jour il était avec telle personne, il avait l'air ami avec un tel, il a voyagé là, il a dit ci, et lui il a recruté un tel. Enfin, vous voyez, il y a des gens qui sont ennemis de tout, les personnes, sous prétexte que
ils sont pas parfaits. Or, par définition, on est humain, donc on est imparfait. Et donc, depuis quelques années, je me dis, moi, je sens bien que dans le monde, il y a 5 personnes qui sont particulièrement intéressantes et qui ont des leviers d'un pouvoir suffisant pour avoir un impact sur le monde. Parce que nous tous, on a beau faire tout ce qu'on peut pour agir dans le monde de façon constructive, altruiste, etc. On ne représente pas grand-chose, en fait. On représente une petite goutte, mais cette petite goutte, elle est essentielle. Mais on ne représente qu'une petite goutte. Et il y a des gens qui sont très puissants, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont à la tête d'États importants, parce qu'ils ont des manettes de pouvoir significatives, qui peuvent en faire un bon usage, ou qui peuvent faire un mauvais usage, ou qui peuvent investir pour construire des choses qui ont vocation à être dans le sens positif pour l'humanité, constructif, ou dans un sens négatif. Et on voit bien avec la pharmacie, avec l'intelligence artificielle, avec tous ces sujets-là, on voit bien qu'il y a vraiment une séparation. Et donc moi j'ai décidé, après avoir longuement réfléchi, j'ai pas, que à la fois Vladimir Poutine, Xi Jinping, Donald Trump, donc ça vous connaissez bien, Mohammed Ben Salman, qui est le prince d'Arabie Saoudite, le prince héritier d'Arabie Saoudite, et Elon Musk, c'était des gens bien. Voilà. Et donc moi, si je considère que quelqu'un est bien, même quand ils font quelque chose que j'ai du mal à comprendre, eh bien, comme je suis modeste, alors c'est bizarre de dire qu'on est modeste, mais ouais, je me dis, j'ai pas dû comprendre pourquoi il faisait ça. Donc quand on me dit, il a recruté un tel ou un tel, tu vois, la personne, par exemple Donald Trump, il a recruté Marco Rubio, il a recruté un tel, qui a dit ci ou ça, bah, si on réagit de façon pavlovienne, on se dit, oui, Marco Rubio a pas l'air terrible, il a fait ça, si Trump le recrute, c'est que Trump n'est pas bien. Et moi, je ne réagis pas comme ça. Mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, les gens réagissent comme ça. Parce qu'ils sont dans l'instantané. Donc ils vous disent, regardez, Robert Kennedy, il est extrêmement pro-sioniste. Il est tout le temps avec des gens qui défendent Israël. Donc, il n'est pas forcément dans le camp du bien. Ça, c'est ce que pensent les gens qui trouvent horrible le génocide qui se passe, enfin ça s'est calmé depuis Trump, à Gaza. Et donc ils disent, bah, je l'aimais bien sur le vaccin, mais je l'aime pas là-dessus, donc je l'aime pas, et comme Trump l'a choisi, voilà. Donc ils veulent un mouton à 5 pattes. Or, Trump, qui est pour moi dans le camp du bien, eh ben, il fonctionne pas comme ça. Il se dit, et il a fait tous les recrutements avec quelqu'un qui s'appelle Elon Musk, qui est Asperger, et les gens qui sont Asperger, ils ont une capacité à juger les gens qui est différente des autres personnes. Ils voient quelque chose qu'on ne voit pas. Enfin, nous, on fonctionne peut-être un peu à l'intuition, mais on essaie de mettre les gens dans des cases, il a des beaux diplômes, non, il ne fonctionne pas pareil. Et donc, il fait un recrutement en se disant, tiens, lui, par exemple, Vance, qui est son vice-président, il vient d'une famille simple, il est une femme qui est d'origine indienne, il a 3 enfants, il a l'air équilibré, il a fait un bon parcours et surtout il a du bon sens. Et ça, c'était un mot-clé de Trump, c'est le bon sens. C'est-à-dire quelqu'un qui a du bon sens, on a pu lui raconter beaucoup de bêtises pendant des années, comme il a du bon sens, le jour où on lui dit la vérité, il le comprend, il sait qu'il a été trahi. On n'a pas forcément accès à suffisamment d'informations pour se rendre compte des choses. C'est-à-dire, moi, j'y passe ma vie, donc, et je trie, je sélectionne, etc. Mais eux, ils ont plein de responsabilités. C'est-à-dire que quand vous êtes gouverneur d'un État, ou sénateur, ou chef d'une grosse entreprise, bah, vous informer, c'est le temps qui vous reste quand vous avez fini de consacrer le temps maximum avec votre famille, vos enfants et votre job. Et après, ben, c'est un luxe d'avoir le temps de s'informer. Donc en fait, vous êtes briefé par des gens qui n'ont peut-être pas une bonne intention pour vous informer. Mais vous apprenez à les croire. C'est comme quand vous faites de l'alpinisme, bah, vous ne pouvez pas, si vous allez prendre un cours, vous montez une grande montagne, bah, vous faites confiance à celui qui a la corde en fait. Peut-être qu'il vous veut du mal, peut-être qu'il vous veut du bien, mais si vous ne lui faites pas confiance, il ne faut pas monter.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les gens sont mal informés. Mais aussi bien Trump qu'Elon Musk, Trump pour différentes raisons, puisqu'il a vécu dans ce monde-là depuis toujours, il a été élu, il a vu comment ça se passait, il a découvert de l'intérieur ce qu'il avait appelé avant le marécage, mais qu'il a vécu avec une violence bien plus grande. Il a compris en fait beaucoup mieux les rouages. Et d'ailleurs, il en a été éjecté et il a réussi à être à nouveau élu très largement. Et il n'aurait pas pu être élu la deuxième fois s'il n'avait pas eu le soutien d'Elon Musk. Parce qu'en fait, Donald Trump, il a des compétences de chef d'entreprise, mais un peu de joueur de poker. Donc il bluffe, il est très insistant, très intuitif, mais il s'est trompé très largement sur les personnes pendant son premier mandat et il n'a pas évalué de façon extrêmement professionnelle la triche électorale. C'est-à-dire qu'il a sous-estimé la capacité de ses adversaires à tricher dans des proportions délirantes, mais à pouvoir le faire parce qu'il contrôlait tous les maillons de la vérification des élections. Et on a vu, après, ils ont essayé par tous les moyens de montrer qu'il y avait de la triche, ce qui est une évidence, ça va apparaître très clairement dans les mois qui viennent, s'ils décident d'y consacrer du temps, ce qui n'est pas du tout évident, hein, ils ont juste déjà libéré les gens qui avaient été condamnés pour le 6 janvier. Alors peut-être je dis beaucoup de choses qui sont un peu compliquées, parce que je parle des États-Unis, mais est-ce que tout le monde a suivi un peu ce qui s'était passé Donc, non, mais c'est et donc cette fois-ci avec Elon Musk a dépensé 250 millions de dollars de son argent personnel pour recruter des centaines d'avocats, d'huissiers, d'informaticiens pour surveiller la régularité des élections. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des voitures ou des camionnettes qui arrivaient avec des bulletins, ben, jusqu'à là, ça passait comme ça. Là, ben, avec des huissiers, des avocats, des machins, ça passait pas. Et donc, Trump a réellement un résultat qui est à l'image de sa campagne. Il a gagné très nettement. Et juste pour revenir un peu en arrière, on a Kamala Harris qui a eu approximativement autant de voix que avait eu Hillary Clinton dans son élection. Mais 11 millions, ce qui est considérable de voix en moins, que Joe Biden, qui n'avait pas fait campagne par rapport à Kamala Harris. Donc on voit bien qu'il y avait eu des proportions de fraude considérables, puisque d'où venaient les 11 millions et Donald Trump était présenté comme quelqu'un d'encore plus dangereux cette fois-ci que la fois précédente, puisque le dialogue, c'est la dernière élection possible. Donc un des camps disait si Trump vient, c'est les fascistes qui prennent le pouvoir. Et Trump disait, bah, si nous on ne gagne pas, vous avez vu, ils ont complètement ouvert les frontières. 15 millions de personnes qui rentrent minimum chaque année par les frontières du sud des États-Unis, donc essentiellement des hommes qui vont soit devenir des esclaves dans un système dans lequel il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a pas de règles. Donc si vous allez aux États-Unis, dans les magasins de bricolage, vous avez des gens avec des pancartes, c'est 3 € l'heure, 5 € mais j'ai mes outils, 7 €, j'ai ma voiture et je parle 5 langues. Enfin, vous voyez, c'est comme ça en fait. C'est vraiment comme les marchés aux esclaves qu'on imagine il y a plusieurs centaines d'années. Donc c'est ça qui se passait. Et d'ailleurs, c'est essentiellement dans les États comme la Californie qui avait beaucoup de personnes qui travaillaient comme des esclaves. Et il y a énormément de restaurants qui ont fermé au cours des dernières semaines parce que bah, les gens se sont dit ils vont saisir nos biens, notre voiture. Et donc ils ont filé parce qu'il y a déjà des tas d'avions en fait qui repartent avec les gens qui sont illégaux. Ouais, non mais ça se passe à une vitesse incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus personne qui passe illégalement la frontière. Et ils ont commencé à regarder maintenant plus simplement les flux humains, mais les flux financiers qui ont permis ça, qui ont permis cette industrialisation. Et donc ils se sont attaqués à quelque chose qui s'appelle USAID.
Et USAID, c'est à peu près 50 milliards de dollars par an qui étaient censés être injectés par les États-Unis à l'international pour aider les pays à accéder à une meilleure inclusion. Donc, c'est très LGBTQ+, voilà, c'est le mot, inclusion, ça sous-entend plus d'équité, plus de possibilité de choisir réellement ce qu'on veut, changer de genre, avorter. Et donc, c'était des programmes qui servaient à financer, par exemple, pour quelques millions de dollars, un spectacle de gens gays au Guatemala. Et tout ça, c'est ce qu'ils ont découvert dans les budgets du USAID. Alors évidemment, au Guatemala, une pièce de théâtre gay, ça ne vaut pas des millions. On voit bien que c'est faux. Et donc, c'était de l'argent qui était détourné. Donc, c'était une grande lessiveuse. Et qui récupérait cet argent? Eh bien, on voit qu'il y avait beaucoup de personnalités politiques américaines qui récupéraient énormément d'argent. Donc, le gouverneur de l'Illinois, par exemple, qui s'appelle Pritzker, ils ont découvert qu'il y avait 60 ONG qu'il avait créées et qui lui permettaient quasiment de payer tous les cadres dirigeants d'un certain nombre de sociétés qu'il a, en particulier dans les médias. Mais il n'est pas le seul. Il y a Bill Gates qui a une organisation qui s'appelle Gavi et qui touchait 4 milliards par an d'USAID. Et je pourrais faire la liste. Donc ils ont déjà quasiment identifié, je crois qu'ils étaient à 250 ou 350 milliards qu'ils ont coupé définitivement, mais ils sont en train de tout couper. Et alors évidemment, quand vous faites ça, quand vous découvrez autant de fraude, les gens qui bénéficient de cette fraude ne sont pas contents. Et comme la fraude en particulier, elle ne ciblait pas que des pièces de théâtre ou des hôpitaux de changement de genre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est très sérieux, hein, des transitions de genre. Non, mais vous n'imaginez pas. Oui, mais partout, également en France. Mais il y avait pour l'instant une liste de 6200 journalistes qui touchaient des primes. Il y avait une liste de je ne sais pas combien de centaines de médias qui touchaient de l'argent. Et dans les médias en question, au début, là, pour l'instant, c'est des listes qui concernent plus les Américains. Ils n'ont pas trop touché aux Français. Ils les ont, mais ils vont communiquer au fur et à mesure. Mais un journal comme Politico, qui est relativement important, si vous suivez un peu la politique internationale, c'est comme le Washington Post, enfin ils font la pluie et le beau temps. Donc le Washington Post, c'est Jeff Bezos, donc peut-être il a besoin d'un peu moins d'aide que les autres, mais on voit que Bill Gates est très riche et pourtant il touche des milliards. C'était payé 8 millions. Mais celui qui touchait le plus d'argent, c'est George Soros. En fait, George Soros, il a créé une structure pour former les journalistes partout dans le monde, mais également il a pris des structures de médias. Donc Soros, c'est un milliardaire d'origine hongroise qui a fait fortune un peu dans la galaxie Rothschild, puisqu'il a été un des financiers de cette famille, mais ensuite il a fait sa propre fortune et il a créé quelque chose qui est assez connu qui s'appelle Open Society. Mais la grosse fortune de Soros, c'est en fait il a spéculé sur la dévaluation de la livre sterling. Donc il a parié que la livre sterling allait baisser, allait dévaluer, à un moment où d'autres pensaient que ce ne serait pas le cas, et ça lui a permis véritablement de gagner des milliards. C'est-à-dire, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la finance, à ce niveau-là, c'est autoréalisateur. C'est-à-dire, si vous êtes très riche, que vous contrôlez des médias, que vous contrôlez des personnes politiques, etc., eh ben, vous pouvez investir quelques dizaines ou centaines de millions auprès de ces gens-là pour pousser à ce que quelque chose, soi-disant, vous avez prédit, se réalise quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on appelle un délit d'initié, en fait. Mais en fait, il n'est pas initié parce qu'il savait que ça allait se passer, parce qu'il a entendu une conversation, un patron de boîte annonçant qu'il allait acheter une filiale ou fermer une filiale, etc. Il est initié parce qu'il crée l'événement. Il crée les conditions de l'événement. Donc quand vous êtes riche, vous créez les conditions de l'événement.
Et quitte à sauter une étape par rapport à où je vais, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid. C'est-à-dire que on a découvert petit à petit que les vaccins, les flacons des vaccins, tout ça, c'était prévu bien avant l'épidémie. Et maintenant, on sait évidemment que c'est pas le pangolin, on sait que ça a sorti d'un laboratoire, mais en fait, tous les pays sont un peu emmerdés par rapport à ça, parce que si vous vous rappelez à l'époque, Trump, qui était conseillé par Fauci, dont, enfin, je ne pourrais pas rentrer tout le temps dans chaque détail, mais il pensait que ça venait d'un laboratoire en Chine. Et il disait, on va faire payer les Chinois. Donc depuis, on sait que les laboratoires, les biolabs en Ukraine et aux États-Unis sont très impliqués, qu'il y a des biolabs en Chine, contrôlés, ouverts par la France, financés par les États-Unis, qui sont très impliqués, mais on sent bien qu'aucun pays n'est... En fait, vu la situation explosive en Ukraine, la situation explosive à Gaza, et d'une façon aussi relativement évidente, la situation explosive dans toutes les sociétés, parce que toutes les sociétés sont en crise, c'est pas... Moi, je pense que l'équipe de Trump fait un excellent travail, mais ils font un excellent travail sur un pays qui est un château de cartes d'une fragilité extraordinaire. Je pourrais rentrer dans le détail, mais c'est vrai aussi, même si la Russie réussit plutôt bien, l'économie russe souffre. C'est-à-dire les Russes souffrent. Un pays aussi grand que la Russie, même s'ils vendent bien à la Chine, qu'ils ont réussi en quelques années à remplacer, entre guillemets, les sociétés qui étaient chez eux. Il y avait énormément de sociétés occidentales, mais qui sont parties avec leurs logiciels, qui sont parties avec les cadres. Des boîtes comme Renault, du jour au lendemain, ils ont pris tous les employés. Tous les employés russes de Renault, etc., d'un point d'or, ils sont partis. C'est-à-dire, il y avait des usines, mais il n'y avait plus de compétences, il n'y avait plus de logiciels, il n'y avait plus rien. Et c'est pas d'un coup de baguette magique, vous ne recréez pas la compétence, vous ne recréez pas les choses, donc ça prend du temps, il faut retrouver... Et donc ça a été quelque chose de très coûteux, puisque pour avoir ce qui leur manquait, ça passait par la Turquie, par la Géorgie, par d'autres pays, forcément c'était plus cher, donc il y avait de l'inflation, et de la même manière, pour vendre eux-mêmes, ils devaient trouver d'autres solutions. La Chine aussi, c'est un pays qui souffre, hein, grosse crise immobilière, parce que c'est des pays qui sont énormes, donc quand la Chine tousse, ça a des conséquences sur immédiatement des centaines de millions de personnes, mais c'est un pays qui se construit sur la durée, donc ils sont dans des temps longs, donc ils sont plus solides. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils n'hésitent pas dans le bras de fer. Et il y a un pays comme l'Arabie Saoudite qui se retrouve à avoir une place extrêmement stratégique, puisqu'ils sont entre l'Iran, qui est une puissance régionale majeure, une grosse population en Iran, ils ont presque 100 millions d'habitants. C'est un pays extraordinairement riche, puisque c'est le deuxième pays pour les réserves de gaz. Ça doit être le troisième ou quatrième pour le pétrole. Mais en réalité, ils en ont beaucoup plus. Mais avec tous les embargos, ils n'ont pas pu explorer. Donc, grosse population, très bien éduquée, mais qui est l'ennemi juré d'Israël, donc du régime de Netanyahou, et des États-Unis depuis longtemps. Donc, c'est un pays qui souffre énormément et qui sait en permanence que ses ennemis veulent organiser soit des bombardements massifs, soit des révolutions de couleur. Si vous avez suivi l'Iran depuis pas mal d'années, à chaque fois qu'il y a la possibilité de déstabiliser l'Iran, tout le monde se met en branle pour le faire. Donc il y avait eu, il y a 4 ou 5 ans, quelqu'un qui était mort dans des circonstances un peu bizarres, et ça avait failli créer en fait une révolution. De la même manière que la mort du président Raisi, dans un accident d'hélicoptère il y a quelques mois, avec son ministre des Affaires étrangères, était extrêmement bizarre. Parce qu'il arrivait d'Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, il y a une base militaire israélienne, ils sont très proches. Et très vite, en fait, les réseaux sociaux israéliens disaient c'est signé du Mossad. Bon, évidemment, les Iraniens peuvent difficilement prouver. Et surtout, s'ils annoncent à leur population qu'il y a eu un acte terroriste fait par Israël contre leur président sans déclencher une guerre, les gens ne vont pas comprendre, en fait.
mais est-ce qu'ils étaient en mesure de déclencher une guerre, etc. C'est ça que j'essaie de dire. Dans la politique, en fait, on peut... si vous êtes très frêle et que vous avez quelqu'un de 3 mètres devant vous qui a une mitraillette, etc., bah, vous allez peut-être éviter le combat et puis attendre de revenir à 5 ou 6, mieux équipés pour... bah voilà, c'est exactement ce qu'a décidé de faire l'Iran. Et le 17 janvier, ils ont signé, 17 janvier de cette année, avec la Russie, un contrat qui est équivalent au contrat de l'OTAN entre les pays de l'OTAN. C'est-à-dire que, enfin, c'est beaucoup plus large. Ça inclut l'économie, l'éducation, la santé, etc. Mais dans le domaine militaire, en fait, il y a une union militaire entre les deux pays qui fait que si l'un des pays est attaqué, et pour l'instant, je vous rappelle, il n'y a pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une opération spéciale dans l'esprit des Russes. Donc, ils ne sont pas en guerre. C'est très important. Mais si ça devenait une guerre, il y a plein de pays, la Chine, l'Iran, qui ont des accords de coopération et qui entreraient automatiquement en fait, dans la mêlée. Et les Américains, nouvelle génération avec Trump, c'est ça. Alors que Biden, c'était une momie, il ne savait rien, il faisait... on ne sait pas vraiment qui tirait les ficelles. Alors il y a des gens qui disent que c'était Obama, il y a des gens qui disent que c'était Blinken, il y a des gens qui disent que c'était Chuck Schumer. On ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que tous ces gens maintenant sont dans le collimateur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas amis avec Trump et son équipe. Et donc, on va tout retrouver, en fait. Ils vont aller jusqu'au bout pour chercher. Mais toujours est-il que quand Donald Trump, la semaine dernière, a parlé avec Vladimir Poutine au téléphone, ils ont eu une conversation d'1 heure et demie. Et évidemment, tous les médias français ont dit... voilà, on savait, Trump était très lié à la Russie. Il démontre que le scandale qui l'a concerné lors de son premier mandat est vrai. Et il est en train de vendre l'Ukraine à la Russie pour des milliards. Donc ça, c'est ce qu'on raconte sur les plateaux. Alors il faut savoir que le rapport Durham, qui n'était vraiment pas quelqu'un d'ami de Trump aux États-Unis, avait conclu que c'était complètement faux cette histoire de Russie, il n'y avait rien qui liait Trump à la Russie. Ce qui s'est passé en fait dans la conversation entre Trump et Poutine, et ça on le sait parce que de plus en plus et Trump et Poutine donnent l'information, c'est que l'Ukraine c'était un tout petit sujet. Parce que c'est un non-événement en fait. L'Ukraine a perdu, si les Américains arrêtent de donner de l'argent, les Européens pourront faire... quelque chose, mais à moins de devenir complètement fou avec des bombes nucléaires ou je sais pas quoi, c'est terminé. Enfin, malheureusement, hein, ça veut dire qu'il y a des millions de morts du côté ukrainien, et à moins de se mettre à recruter les gens qui ont 18 ans, ils ne peuvent plus reconstituer une armée. Évidemment, les Européens n'ont pas d'armée à disposition. La France réussit même pas à avoir une armée professionnelle de taille raisonnable. Mais en réalité, ils ont essentiellement parlé de est-ce que vous avez l'intention de bombarder l'Iran? Ça, c'était une question essentielle de Poutine avec Trump, pour lui rappeler qu'en fait, il y avait cet accord, et que si jamais ils s'aventuraient sur ce terrain, ils effaceraient Israël, hein, si c'est Israël qui le fait, et les États-Unis, parce que si les infrastructures nucléaires, les villes, le gouvernement iranien est visé, les Russes considèrent que c'est comme si eux étaient visés. Et donc Trump a très bien reçu le message, et vous remarquez que tout s'est calmé dans le domaine, et surtout Gaza. Donc, et ça c'est vraiment un point important avant de passer aux autres sujets. Trump, pendant son premier mandat, il avait donné à Israël comme capitale Jérusalem. Tout le monde avait crié, mais c'est horrible, Jérusalem c'est aux Palestiniens, c'est un peu partagé, mais c'est vraiment pas possible, etc. Ça peut pas être donné à quelqu'un. Sauf qu'on est 8 ans après, et il ne s'est rien passé. Le pouvoir en Israël est toujours à Tel Aviv, et il n'y a pas de capitale américaine à Jérusalem. Il avait donné ça, c'est comme si vous donnez un bonbon à quelqu'un après lui avoir donné une fessée. C'est-à-dire qu'il avait imposé une paix
dans cette région du monde, et il avait essayé de mettre en place des conditions pour qu'il n'y ait pas ce qui s'est passé au cours des années Biden. C'est-à-dire que pendant que Trump était au pouvoir, il n'y a pas eu de guerre entre Israël et la Palestine. Je sais que ça paraît très bizarre, mais c'est la seule période où pendant 4 ans, il n'y avait pas de guerre. Et Trump avait obtenu ça avec, il avait donné des petits hochets, des choses pour que les personnes les plus excessives réussissent à être maintenues dans une forme de calme. Et évidemment, dès que Trump a été volé, entre guillemets, de son élection en 2020, eh bien, de nouveau, business as usual, c'est les affaires comme d'habitude. Donc 2021, 2020, Trump perd. 2021, Biden arrive au pouvoir. Il met en place son équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez tous vécu. Le Covid, dans un délire complètement fou. C'est-à-dire c'était complètement débridé. Et croyez-moi, si Trump avait été au pouvoir, ça ne se serait jamais passé comme ça. Jamais. D'ailleurs, on voyait bien, il était un peu perplexe, mais il n'avait pas de personne véritablement pour communiquer. Mais on sentait que même s'il mettait de l'argent dans le vaccin, c'était pas vraiment son truc. Il essayait de voir s'il y avait d'autres solutions, s'il y avait d'autres choses. De la même manière que quand il dit aujourd'hui, je vais investir 500 milliards dans l'intelligence artificielle pour traiter le cancer, peut-être qu'il y croit, peut-être qu'il y croit pas, mais cette fois-ci, en fait, ce qu'il veut, c'est surtout contrôler ces gens-là. Parce que des boîtes comme Oracle, des boîtes comme OpenAI, donc la boîte d'intelligence artificielle dans laquelle a beaucoup investi Bill Gates, eh bien, elles n'ont pas besoin d'un État pour faire la même chose que dans les biolabs ukrainiens ou dans les biolabs chinois. Ils sont tellement riches, ils ont tellement de moyens d'accéder à de l'argent qu'ils peuvent développer toutes sortes de logiciels, de virus informatiques, de logiciels d'intelligence artificielle, qu'en réalité, le président des États-Unis n'en saurait absolument rien. Donc il met près de lui, un peu comme Machiavel, les personnes les plus dangereuses. Donc évidemment, il ne propose pas ça à Elon Musk parce qu'il sait dans quel esprit travaille Elon Musk. Mais il prend les autres qui sont un peu fous. Donc si vous avez entendu Larry Ellison, qui est le patron d'Oracle ou autre, parler en disant on va créer un truc, les gens viendront, ils donneront une goutte de sang, on va soigner toutes leurs maladies, etc. Bon, c'est un peu science-fiction. Si on croit en Dieu, on sait que c'est une très mauvaise idée, puisqu'on a bien vu les résultats avec l'ARN messager, etc. Et Trump croit en Dieu, donc il sait aussi que c'est une très mauvaise idée. Mais il faut contrôler les gens dangereux. On ne peut pas les laisser faire leur truc dans leur coin, parce qu'ils ont tellement d'argent, tellement de moyens, et ils sont tellement fous. On a bien vu, Trump, il était président des États-Unis, ils étaient capables de le couper de X, le couper de Facebook, enfin de Twitter, et lui faire croire que les statistiques, il y allait avoir 100 millions de personnes qui allaient être tuées par le Covid, etc. Il faut quand même se rappeler de cette époque-là. Parce qu'on se rappelle aujourd'hui, on nous parle beaucoup des effets secondaires, etc. Mais il faut juste repenser à la mécanique, en fait, qui permet d'arriver là. Pas tellement les conséquences, que les conséquences, c'est une guerre perdue. Et une guerre, on la perd parce qu'on perd sur la mécanique, on ne perd pas sur les effets secondaires. C'est parce qu'on a été naïf qu'on a perdu la guerre du Covid. Mais collectivement, c'était assez dès le début qu'il faut refuser en fait le message des masques, le message de la peur, le message... Parce que c'est parce qu'on a accepté d'être enfermé chez nous, parce qu'on a accepté d'avoir les gendarmes qui allaient sur les plages, mais collectivement, que en fait tout a été rendu possible. Parce qu'on s'est laissé envahir par une peur qui, pour les personnes qui étaient moins armées intellectuellement, donnait l'impression qu'en fait tout le monde était d'accord que c'était la seule solution. Et donc les quelques personnes qui auraient pu résister à ce moment-là et entraîner, l'ont pas fait parce que voilà. Et c'est compliqué, mais ça a été perdu. Et donc Trump fait ça. Et sur Gaza, évidemment, quand il dit Gaza c'est beau, on va faire des développements immobiliers, etc. Et il n'est pas fou, Trump. Poutine lui a dit que Gaza c'était niette,
Et si vous regardez tout ce que fait la Russie au cours des derniers mois au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand c'est sur la table, l'ambassadeur russe, quand l'ambassadeur israélien parle, il s'en va. Le vice-président de la Douma, qui s'appelle Piotr Tolstoï, si vous le suivez sur X, a écrit au moment de la chute de la Syrie, Poutine le sait, nous le savons, vous savez que nous savons que c'est vous qui bordélisez pour faire tomber la Syrie et pour faire tomber le monde entier avec un dessin, la carte du Grand Israël. C'est pas Monsieur Tartampion, c'est le vice-président de la Douma, c'est Tolstoï, donc c'est quand même un nom en plus vraiment important, il est francophone, c'est-à-dire qu'il exprime que Israël est un vrai problème. De la même manière que, et ça c'est vraiment important parce que je vais dire plein de choses qui vont peut-être être dans tous les sens, donc la diplomatie russe l'exprime. Vladimir Poutine, il a parlé du bien et du mal, il a parlé de la fin du bal des vampires, donc il exprime qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il refuse de voir ou de parler à Emmanuel Macron depuis très longtemps, mais surtout, donc ça c'est les Russes, donc ils s'expriment là-dessus. Alors il faudrait que je rentre dans le détail en expliquant que parmi les missions du nouveau Premier ministre russe qui a remplacé Medvedev, il y avait supprimé la 5e colonne. C'est-à-dire supprimer tous les gens qui étaient restés en Russie et qui étaient avec une plus grande allégeance, parce qu'ils étaient binationaux, peut-être à Israël qu'à la Russie. Et tout ça, que ce soit dans les médias, partout, ils ont validé, entre guillemets, que les gens étaient fiables. La Chine a fait la même chose pendant la période du Covid. C'est-à-dire qu'ils ont viré tous les gens qui étaient pas forcément fiables pour la Chine. Ça leur a coûté très cher, mais ils ont été radicaux quand ils fermaient les villes, etc. C'était pas parce qu'ils voulaient faire ces images incroyables, c'est qu'ils ont voulu se débarrasser, comme disent les Chinois en chinois, je ne saurais pas vous le dire, mais de la vermine. Et donc les expatriés l'ont senti en fait. Ils laissaient venir personne et ils viraient tous les gens qui n'étaient pas là, par amour pour la Chine, mais qui étaient là dans le cadre d'une invasion en fait de la Chine, un peu comme une tumeur cancéreuse qui se répand en fait et qui va détruire de l'intérieur un pays sans guerre. Et ça, c'était le rôle de l'USAID, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi le rôle du World Economic Forum, c'est le rôle de Soros, de l'Open Society, des Gavi, etc., qui ont essayé partout d'arriver avec les vaccins. Donc c'est une manière de rentrer dans toutes les couches des sociétés et de les détruire de l'intérieur sans avoir besoin de faire une guerre. Mais en fait, ce qu'on va découvrir dans les semaines qui viennent aux États-Unis, que en fait, US7, c'était que le sommet de l'iceberg. Là, ils sont en train de s'attaquer au Pentagone, c'est 1000 milliards. Donc, mais ça, c'était pour la partie Chine, Russie, évidemment, Arabie Saoudite, ils sont un peu plus protégés par rapport à ça, compte tenu de leur mode de vie. Mais aux États-Unis, il s'est passé des choses incroyables. C'est-à-dire que, d'une part, Donald Trump, dans les derniers jours de sa campagne pour la présidentielle, il a retweeté une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Jeffrey Sachs. Et ceux qui, parmi vous, il y en a qui connaissent Jeffrey Sachs? Oui. Levez la main. Bon, donc, Jeffrey Sachs, c'est un économiste, géopolitologue américain qui est très engagé, qui s'exprime beaucoup sur la folie guerrière et militarisée des États-Unis, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il s'exprime sur la guerre de Corée, sur le Vietnam, sur l'Ukraine, sur le soutien complètement abusif à Israël qui a créé la destruction de la Libye, la destruction de l'Irak, Afghanistan, toute l'instabilité dans toute cette région du monde. Ça, c'est Jeffrey Sachs. Et dans l'extrait de vidéo que repartage Donald Trump sur son réseau, et Donald Trump s'assure bien qu'on sait que c'est lui qui fait le partage, que ce n'est pas des petites mains qui gèrent ses réseaux sociaux, il y a un extrait de Jeffrey Sachs qui dit qu'en fait, le plus grand salopard de l'humanité, c'est Netanyahou. Et il explique pourquoi. Donc il y a 1 minute 30, 2 minutes de vidéo partagées par Donald Trump, parmi plein de vidéos où il dit tout le bien qu'il pense d'Israël.
Mais ça, c'est devant la télé. Parce qu'en fait, le public américain n'est pas prêt au choc de réaliser en fait l'influence néfaste. C'est-à-dire, vous, si vous avez votre meilleur ami ou votre femme ou votre frère qui est en réalité très méchant, mais vous avez toujours cru qu'il était très gentil. C'est difficile de réaliser qu'il est méchant en fait. Parfois, vous l'accepteriez pas et celui qui veut vous le dire, il peut y laisser la vie juste parce qu'il ose vous le dire. Et Trump fait exactement ce calcul. C'est-à-dire s'il le dit trop vite, avant d'avoir accumulé les preuves avec USL, avec le Pentagone, avec ce que les Russes vont mettre sur la table, avec tout ça, eh ben, il va y avoir en fait une levée de bouclier contre lui très forte de ce qu'on appelle l'EPAC et ADL. En fait, EPAC, c'est un peu l'équivalent du CRIF bodybuildé. Donc aux États-Unis, c'est le lobby pro-Israël qui se vante d'avoir fait élire 95% des sénateurs et des parlementaires américains. C'est pas moi qui dis, hein, c'est eux qui disent 95% des gens qui sont élus aux États-Unis, c'est nous qui les avons sélectionnés, qui les avons choisis. Donc si vous dites que le contrôle des États-Unis est entre les mains de ce lobby, vous tombez direct. Puisque donc il faut manœuvrer différemment. Donc vous êtes obligé de... en plus, il n'est même pas persuadé de ça. Il entend des gens comme Ron Paul, comme Jeffrey Sachs, comme même maintenant de plus en plus les outils d'intelligence artificielle, Vladimir Poutine, tous lui disent ça. Mais bon, Trump, il a un gendre qui est extrêmement sioniste, il adore sa fille. Il ne peut pas imaginer totalement ça, même s'il a baigné dans ce monde et de temps en temps il fait des petits pics sur le sujet. Et donc il avance à pas mesurés pour arriver au moment où qu'est-ce qui se passe? Vous avez une zone qui s'appelle la bande de Gaza qui est complètement ravagée, c'est détruit. Moi je vais vous dire, j'ai passé des années en Afrique du Sud parce que j'ai participé à l'organisation de la Coupe du Monde de football. Donc la seule chose qui pourrait pousser éventuellement sur Gaza, c'est ce qu'on appelle un township. Donc une ville avec des tôles, des bâches, où il y a des petites rigoles, où il y a l'urine, enfin un truc où les gens vont mourir en quelques années à cause du climat qu'il y a, beaucoup d'eau en hiver, très chaud en été, enfin... Donc plein de moustiques, plein de maladies, plein de machins, c'est pas possible en fait, c'est invivable. On s'en rend un petit peu compte aujourd'hui parce que tout est détruit. On voit les images sont infernales, mais c'est comme ça tout le temps en fait. Pourquoi? Parce que il y a la Méditerranée, la côte sur une mer comme ça, compte tenu de mouvements, c'est là où il y a toujours plus d'humidité en fait. Et donc, évidemment, ils peuvent pas faire ça. Et les Palestiniens ne souhaitent pas non plus. Les Palestiniens, ils se sont battus et ils sont restés sous des pluies de bombes. Bon, vous l'avez tous vu, c'était plus de bombes que Hiroshima, plus Nagasaki, plus Dresde, plus... Il n'y a jamais autant de bombes qui sont tombées quelque part. Tout est détruit, ravagé. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas perdu des membres de sa famille. Et les chiffres qui sont annoncés, c'est par Trump, qui ne dit pas des chiffres par hasard, il parle d'1 900 000 personnes. Sachant qu'au début de la guerre, selon les chiffres, c'était 2,3 millions, 2,5 millions. Ça veut dire qu'on est très loin de 50 000 morts. On est à 400, 500, peut-être 600 000 morts. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont morts sous les bombes, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez des gens qui sont morts prématurément de fatigue, de maladie, des suites d'opérations pour essayer de les sauver. Et je ne vous parle même pas des naissances qui n'ont pas eu lieu. Donc, toutes les femmes, tous ces couples qui n'ont pas pu donner la vie. Donc, on a à la fois un arrêt de l'accroissement naturel de la population et une espérance de vie qui a chuté. Comme dans chaque guerre, mais en général, l'espérance de vie dans chaque guerre, elle touche une certaine tranche d'âge, c'est-à-dire les hommes de 25 à 45 ans. Mais là, ça a touché depuis les nourrissons jusqu'aux personnes âgées. Donc on évoque 500 000 600 000. Donc les gens qui disent que ce n'est pas un génocide,
moi je ne sais pas ce que c'est un génocide, mais quand vous avez une population initiale, même en prenant le chiffre le plus bas de 2,3 millions et le chiffre de Trump, 1,9 million, les 400 000 morts, ce qui correspond à toutes les études sérieuses qui ont été faites sur le sujet. Les gens parlent d'un excès de morts de 400 000. C'est ce qu'on peut faire avec les statistiques en France. Vous savez, on a les gens qui sont identifiés comme effets secondaires ou morts du Covid ou autre, mais on a ce qu'aurait dû être la courbe du nombre de personnes vivantes et ce qu'elle est, et on a un excès de décès en fait. Là-dedans, Gaza, c'est un surexcès. Donc, Trump se retrouve avec cette situation où, évidemment, il ne peut pas déplacer, puisqu'il a juste évoqué l'idée. Tous les pays arabes se sont mis côte à côte, ils se sont unis pour dire « pas question ». Et c'est rare qu'ils soient unis. Ils sont toujours désunis. Donc il a réussi à les unir, c'est déjà un premier exploit, qu'il cherchait. Évidemment, il cherchait ça. Il n'a pas dit « je vais les virer ». Ils étaient prêts à mourir, c'est pas avec un sourire qu'ils vont partir. Ils préfèrent tous mourir que partir. Et il a obtenu que la Chine, qui est relativement discrète sur ces questions, par la voix du président chinois, Xi Jinping, a dit Gaza, c'est aux Palestiniens et il est hors de question que ce soit différemment, ce qui est assez rare que la Chine s'exprime sur la Palestine, parce que vous imaginez à l'échelle de la Chine, 1,5 milliard d'habitants, c'est quoi Gaza, ils ont d'autres préoccupations, les Chinois, ils n'ont pas l'habitude de s'intéresser trop à la politique internationale, ils n'ont pas de base militaire partout, enfin, leur monde c'est la Chine et bientôt Taïwan, mais c'est pas Gaza, donc ils savent qu'en touchant à Gaza, ils touchent à un sujet sensible, et évidemment, Poutine, et ça c'est ce que le Kremlin a dit en résumé de la conversation avec Donald Trump, c'était un sujet numéro 1. Petit 1, Gaza. Petit 2, l'Iran. Petit 3, l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens qui sont censés être très idiots, s'intéresser uniquement à leur économie, à leur guerre, à leur petit machin, en fait, ils s'intéressent tous à Gaza. Parce qu'en fait, c'est assez bizarre, que ça va me permettre de faire une transition, mais dans toutes les scatologies religieuses, en fait, les problèmes du monde et les choses merveilleuses du monde, c'est là que ça se passe. Et en fait, c'est là que beaucoup de choses se cristallisent, au Proche-Orient, en Palestine. C'est là que le Christ a été, enfin, c'est une région qui est extrêmement importante depuis la nuit des temps, en réalité. Enfin, Moïse, Abraham, Mohamed, enfin, tout ça se passe toujours dans cette région. Jusqu'à l'Iran, hein, évidemment, avec les Perses, c'est vraiment une région qui est très particulière et qui cristallise beaucoup de choses. On sait que toute la crise en Ukraine, elle nous a jamais amené aussi près de la guerre que la crise entre l'Iran et Israël. Alors pour la Syrie, cette fois, ça s'est passé très vite, mais bon, pour cette fois-ci, ce sera pour une prochaine conférence où je parlerai de ça. Mais donc, que va faire Trump? Qu'est-ce qu'il peut faire? Je vous évoquais l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, quand il se retrouve avec des endroits où il y a 1 million, 1,5 million personnes qui vivent dans des townships, et j'ai vu, par exemple, à côté de Cape Town, il y a un township qui s'appelle Kalicha, qui est un des plus grands au monde. Alors, il y a plus d'1,5 million personnes. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'aéroport de Cape Town jusqu'à la ville de Cape Town, vous ne faites que longer ça. C'est une ville dans laquelle ils ont des salles de sport, une police, un machin, enfin, parce que sinon il y aurait énormément de... Ils se tuent entre eux, hein. C'est terrible. La mortalité, en fait, les assassinats, c'est entre noirs. Mais entre noirs anglophones et francophones. Pas vraiment entre noirs et blancs. C'est entre eux. Puisque, en fait, les anglophones considèrent qu'ils sont chez eux et les francophones sont mieux formés. Et donc, ils ont plus facilement les jobs dans l'hôtellerie ou ailleurs. Et donc, ils se détestent, en fait. Mais quand vous avez un township comme ça et que vous voulez le reconstruire pour donner des conditions de vie aux gens décentes, vous ne pouvez pas les garder sur place. Vous êtes obligé de les déplacer.
Et donc, vous les prenez, vous ne pouvez pas les déplacer au centre-ville parce que les villes sont complètement congestionnées, et puis les prix sont très chers. Donc, vous êtes obligé de les emmener loin. Mais si vous les emmenez loin, vous les emmenez très loin du boulot qu'ils avaient. Ils avaient réussi à trouver des boulots de jardinier, etc. Donc, au lieu d'être à une demi-heure ou 1 heure de la ville, ils se retrouvent à 1 heure et demie. Parce que c'est vraiment loin, un endroit où on peut mettre 1 500 000 personnes. Et surtout qu'il a fallu, avant de les déplacer, préparer un endroit où ils pouvaient vivre pour préparer un meilleur endroit où ils pourront vivre quand ils reviendront. Mais en fait, quand ils arrivent dans ce premier endroit où ils peuvent vivre, souvent ils trouvent ça tellement génial qu'en fait ils ont les clés d'une petite maison et ils vont se mettre à la louer à d'autres migrants. Et eux-mêmes vont aller s'installer sous une tente plus loin en se disant ben, j'arrête de travailler, je suis devenu rentier en fait. J'ai cette petite maison et quand ils obtiennent en fait une maison un peu mieux, non mais parce que c'est comme ça en fait. Chacun veut. Mais pour Gaza c'est pas pareil. Ils veulent pas bouger. Mais surtout il y a un truc très particulier que Trump sait, que Poutine sait, que Xi sait, que les Israéliens savent. En fait. En Israël, il y a à peu près 250 000 logements inoccupés. Ça vous paraît fou, mais en fait, si vous réfléchissez, c'est hyper logique. Qu'est-ce que la caractéristique d'Israël, c'est quoi? C'est qu'il y a énormément de binationaux de pays riches. C'est-à-dire des gens qui sont américains, qui sont français, etc., et qui ont des appartements plus ou moins simples, plus ou moins luxueux en Israël. Et qui n'y sont jamais. Un peu comme dans certains quartiers de Paris, où vous avez des personnes riches qui ont, de province ou de l'étranger, qui ont des appartements dans ces endroits-là, mais qui ne les utilisent pas. Mais en Israël, c'est dans des proportions inimaginables. C'est un peu comme quand vous allez à Dubaï, où vous avez des tours entières qui ne sont plus à la mode et qui sont vides, dans laquelle vous avez juste 4-5 personnes qui vivent. Alors on ne s'en rend pas compte quand on voit les images de Dubaï, on a l'impression que c'est faux. Mais non, les grands footballeurs, ils ont plein d'apparts, mais en fait ils préfèrent aller à l'hôtel ou ils préfèrent aller... Tout ça, c'était très spéculatif en fait. Et en Israël, c'est comme ça. Donc il y a énormément de gens qui ont plein d'appartements. Et donc on va se retrouver dans une... Mais c'est mon interprétation, peut-être que j'ai complètement tort, mais... À un moment, les gens vont discuter et puis ils vont dire « Mais attends, en fait, on a une super solution. » Il y a des quartiers entiers dans lesquels on peut installer des Palestiniens. Et nous, Américains, on va garantir la sécurité. On va mettre, si vous avez peur qu'il y ait des problèmes, on va garantir la sécurité. Parce qu'en fait, les Palestiniens, ce pas des terroristes. C'est des belles personnes, c'est des enfants, ils ont envie de dormir, ils ont envie d'être au calme, ils ont envie de travailler, ils sont même prêts à travailler super dur, ils ont envie d'aller à l'école. Donc c'est des voisins géniaux. Vous imaginez des gens aussi résilients, qui acceptent des conditions de vie inimaginables pendant 1 an, sans exprimer aucune haine. Leur seul plaisir, c'est de pouvoir jouer au ballon, de pouvoir faire chanter les enfants, de pouvoir avoir des enfants, etc. Et donc, il y a une solution incroyable, mais qui est connue depuis longtemps, sauf qu'évidemment, ceux qui savent ne veulent pas que ce soit su. Mais à mon avis, c'est comme ça que les choses vont évoluer. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les déplacer, créer quelque chose et dire c'est plus à eux, c'est à nous. Parce que d'une part, les pays où ils pourraient être déplacés, il n'y a pas de place. Si vous allez visiter la Cisjordanie, il n'y a pas la Cisjordanie. La Cisjordanie, il n'y a même plus de route en fait. Le régime Netanyahou détruit les routes, détruit toutes les installations. Mais en Cisjordanie, ils ont déjà des millions de personnes qui ont fui et qui vivent là-bas dans des conditions de pauvreté incroyables. Parce qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de champs, il n'y a pas d'agriculture. Et donc dans les idées Trump, il explique, ça va être des champs magnifiques, ça va être une nouvelle Riviera, et donc c'est plein de jobs à pourvoir, plein de gens qui peuvent travailler, mais qui évidemment ne pourront pas venir du fin fond du Sinaï pour travailler là. Il faudra qu'ils soient locaux, et ils vont vivre... moi je pense que c'est ça qui va se passer. Donc, parce qu'il ne peut pas se passer autre chose. Sinon ça va être une guerre, et là ça va exploser.
Et Trump le sait. Les Chinois le savent, les Russes le savent. Et évidemment, et après je vais vraiment revenir sur Léonard de Vinci, je ne suis pas encore allé, parce qu'il faut savoir que tout ça est matérialisé autour de prophéties. Alors ceux qui me connaissent un peu savent que moi je me suis beaucoup intéressé à la place très particulière, j'évoquais, et ça a fait un peu rire, du couple Macron. Et de ce couple extrêmement étrange, avec une maîtresse d'école plutôt âgée qui tombe amoureuse d'un garçon de 14 ou 15 ans, qui tombe amoureux d'elle et qui décide qu'il va partir pour l'épouser, et ils se marient. Mais ça fait un scandale. Alors, au moment où ils commencent à être ensemble, elle est virée de l'école. Mais elle est virée, elle est promue pour s'occuper des enfants de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Vous parlez d'une punition, et on découvre avec le temps qu'en fait Emmanuel Macron, son parrain, c'est David de Rothschild, et que... Enfin bref, si vous avez suivi un peu ce qui se passe dans cette affaire, si vous avez lu Fait et Documents, si vous avez écouté Natacha Ray, si vous avez écouté Candace Owens, on voit bien qu'on est dans une affaire qui est complètement incroyable. Et cette affaire, elle est vraiment encore plus incroyable parce que pour arriver au pouvoir, il a fallu plein de personnes qui organise, et ça a été évoqué très rapidement, la chute de François Fillon, qui était pratiquement certain d'être élu. Et donc François Fillon a sauté dans des circonstances très bizarres, et la principale circonstance de la chute de François Fillon, c'était lié à l'emploi de Pénélope Fillon. Et on découvre, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi dans le détail, que Pénélope Fillon travaillait pour quelqu'un qui s'appelait Marc Ladreit-Lacharrière, pour une de ses filiales. Et on découvre que le fils de Marc Ladreit-Lacharrière est, depuis 2008, à maintes reprises impliqué, condamné dans des affaires de pédopornographie. Et donc, on a cette personne qui propose un job à la femme de François Fillon. Et j'en sais rien. Moi, je dis juste des faits. Chacun, c'est comme Colombo. Hein. Moi, je vous dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai pas de preuves. Il y a des indices qui sont troublants. Peut-être on découvrira l'arme du crime bientôt. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui, pour à peu près 3 000 €, c'était le salaire que touchait par mois Pénélope Fillon. C'est pas, on ne parle pas de très grosses sommes. Une boîte comme celle de Marc Ladreit-Lacharrière, qui a énormément de grandes salles de sport, etc., emploie très régulièrement des consultants en stratégie de haut niveau ou des avocats qui touchent 3, 4, 5, 10 000 € par jour. Alors je sais que les sommes peuvent vous paraître délirantes, mais en réalité, il y en a qui touchent bien plus que ça. Donc quelqu'un qui touche 3 000 € par mois, c'est très facile, vous êtes le patron du groupe, vous dites oui, elle a bien travaillé, l'affaire est terminée. Aucun juge peut dire à un patron de groupe qui est milliardaire que c'est pas un job. Je vous rappelle juste quand même que François Sarkozy touchait des enveloppes de 100, 150 000 € de Madame Bettencourt, que tout ça, ça a été démontré, mais que les juges ont considéré que compte tenu de la fortune de Madame Bettencourt, en fait, c'était de l'argent de poche. Non mais, moi je vous dis juste les faits. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est pas très riche, donner quelques milliers d'euros, ce serait un crime. Mais pour quelqu'un de milliardaire, donner des dizaines de milliers d'euros, c'est normal. Non mais c'est comme ça. Moi, c'est pas moi qui fais les lois. C'est pas moi qui les interprète. Je vous explique comment ça fonctionne. Et donc là, on a quelqu'un qui travaillait au sein d'un groupe qui appartient à un milliardaire. Et le milliardaire, au lieu de tout de suite dire
c'est dans mon groupe, elle travaillait, je suis très contente de ce qu'elle a fait. Non seulement il ne le dit pas, mais il plaide coupable. Il dit, ouais, elle a rien foutu. Je reconnais. Non, mais je vous parle des faits. C'est pas... Résultat, il est condamné. Et sa femme est condamnée parce que, comme elle a accepté un salaire pour un travail qu'elle ne faisait pas, peu importe, ça aurait été 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, c'était pareil. Puisque la loi, c'est la loi. Et donc, je m'étonne juste que quelqu'un d'aussi riche ne soit pas contenté de dire « c'est bon ». Moi, je la voyais une fois par mois, on discutait, c'était passionnant, et ça méritait ce salaire, parce que seul... voilà. Et il faut savoir quand même juste que être femme d'un député ou d'un premier ministre, etc., même si beaucoup de gens ne l'imaginent pas, c'est un boulot énorme. Énorme. C'est-à-dire que ces hommes politiques, ils ne peuvent pas tenir sans l'énergie d'une femme fiable, stable, etc. Donc, et intelligente, très intelligente. Il se trouve qu'en plus, moi, c'est des personnes que je connais personnellement, et les deux, voilà, c'était quand même beaucoup de choses. Je peux rentrer dans le détail de... lui, il était conseillé par quelqu'un qui s'appelle Anne Méot, et le mari d'Anne Méot était un des conseillers de Emmanuel Macron. Le soir du journal de TF1 où il aurait dû dire « Ok, je comprends que ça choque, je vais rembourser », il y avait 50 ou 100 000 euros à rembourser, ou peut-être plus, j'en sais rien. C'était légal, tout le monde le faisait, mais je comprends que ça... Et l'affaire était terminée. Et en fait, il a nié parce que, évidemment... parce qu'il y avait d'autres choses aussi. Il y avait son salaire d'attaché parlementaire. Il n'y avait pas que... c'est pour ça que j'avais évoqué rapidement que quand on est fan d'un homme politique, on bosse. Et souvent, les parlementaires, ils mettent un cousin, un neveu, enfin, quelqu'un de leur famille, puisque c'est quelqu'un qui va être très fiable, en fait, pour vraiment les servir. Et pas quelqu'un qui pourrait les poignarder dans le dos parce qu'il voudrait devenir calife à la place du calife. Parce que c'est ça, la politique aussi. Parfois, on prend quelqu'un qui n'est pas forcément le meilleur, mais en qui on a confiance. Et la confiance, c'est un aspect très important dans un travail. Bref, donc il est élu avec 66,06% des voix. C'est quand même... Un chiffre incroyable. Mauvais chiffre. Non, mais c'est comme ça. Et aux élections législatives, le deuxième tour... il y avait 66,6% de participation au deuxième tour. Et il utilisait un scooter avec marqué 666. Le 666, il est partout. La pyramide, les cérémonies d'ouverture, fermeture des Jeux Olympiques, la réouverture de Notre-Dame. Enfin, toutes ces choses-là. Je ne vais pas forcément répéter, parce que je dis dans pas mal de vidéos ou de lettres, mais on a quelque chose de très eschatologique. Il est né un 21 décembre 1977. Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, donc c'est la nuit la plus longue. Et il est né, en principe, à Amiens. Alors, il y a des papiers qui disent qu'il est né à Paris, on a d'autres... C'est pas très important, parce que le message, c'est que c'est quelqu'un d'Amiens. Amiens. Et l'antéchrist, en fait, dans toute l'iconographie, il s'appelle Damien. Vous savez, il y a un film qui s'appelle Damien, l'antéchrist, mais c'est toujours comme ça. Et en réalité, c'est... parce qu'en fait, il vient de Damien, de la ville d'Amiens. Mais ça s'est transformé en prénom Damien. Et si vous regardez ce film de 1976, l'année d'avant la naissance de Macron, ça doit être une coïncidence aussi. Hein. Non mais, un film avec Grégory Peck, donc c'est pas vraiment une série Z, c'est un très très bon film. On voit, et dans ce film, il y a un chien noir avec un collier rouge. Et les Macron ont un chien noir avec un collier rouge qui est en plus un griffon. Et ce chien s'appelle Nemo, et l'inverse de Nemo, c'est Omen. Et Omen, c'est le titre du film Damien la malédiction. Puisque Omen, en anglais, c'est malédiction.
Et Omen, c'est O-M-E-N, Nemo, c'est N-E-M-O. Donc, vous voyez, mais c'est 1000 choses comme ça. Le 21 décembre, il va à la lanterne à partir du 17 en 2020, parce qu'il est censé être un cas contact. Et on se rappelle tous que le lendemain du 21 décembre 2020, donc le lendemain de son anniversaire, il se fait en selfie avec un t-shirt noir avec un hibou, une chouette, et tout le monde se demande ce que c'est. Mais ce que peu de personnes se disent, c'est qu'en fait, le 21 décembre cette année-là, en fait, il y a une conjonction de planètes dans le ciel qui arrive quasiment tous les 1000 ans, en fait. Et c'était l'alignement de Jupiter, Saturne, la Terre, le Soleil, un soir de pleine lune, solstice d'hiver, et tout ça pointé sur Versailles. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Là, c'est pas des astrologues non plus, c'est des astronomes, et on voit même les images des planètes dans le ciel. Alors ça s'était passé aussi, très étonnamment, au moment de la naissance du Christ, au-dessus de Bethléem. C'est ça, cette étoile extrêmement brillante, en fait, c'est la conjonction de planètes, puisque les planètes dans le ciel, en fait, elles ressemblent à des étoiles, elles brillent. C'est pas des boules de feu, mais c'est... Et ça s'est passé aussi au moment du siècle de Charlemagne. Donc si vous regardez les dates, et encore une fois, c'est les lois de Kepler ou les lois de Copernic, ou comme on sait comment se déplacent les planètes, on sait que c'est très rare, et pour avoir un tel alignement, c'est extrêmement rare. Alors il y a quelques semaines, il y a des gens qui disaient il va y avoir un alignement de 5 planètes dans le système solaire. C'est complètement faux, mais justement, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier les alignements, et ça ne s'est pas passé par hasard, parce que c'était aligné vers Versailles. Et en fait, il se serait passé cette nuit-là, à la lanterne, des cérémonies particulières, en fait. Et des cérémonies qui seraient dans un cycle de préparation sur ce chemin, entre guillemets, très particulier qui est celui d'Emmanuel Macron, qui est quelque part le chef de ce que seraient les forces du mal, hein, l'antéchrist. Donc, comme je ne peux pas rentrer dans le détail de tout, il faut regarder le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Vous regardez, j'ai fait des vidéos sur ce sujet. C'est lui qui dit qu'il est l'antéchrist. C'est pas moi qui dis. C'est-à-dire que dans la photo, son portrait officiel, il y a des centaines de détails, d'alignements d'objets, de choses qui ne laissent aucun doute sur son intention. Alors il se trouve, je n'ai pas dit en introduction, mais depuis 15 ans, j'ai une galerie d'art contemporain. Je suis 2 fois ingénieur, donc je suis ingénieur des mines, je suis géophysicien. J'ai fait Sciences Po Paris, j'ai fait une carrière un peu incroyable en fait. Enfin, j'ai rencontré plein de monde. C'est juste pour vous dire, si je dis un truc, c'est pas pour... je veux pas me faire mousser en disant des trucs bizarres, quoi. Ça m'intéresse pas, c'est ni mon genre, ni ma manière de fonctionner. Quand je dis quelque chose, que les miels sont bons, c'est parce qu'ils sont bons. Qui a déjà goûté les miels? Comment ils sont? Et c'est comme le vin en fait, hein. Il y a des vins qui sont pas très bons et des vins qui sont très bons. Ils ne sont pas le même prix, c'est normal. Et en plus je les sculpte un par un. Non mais j'insiste parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut manger de la merde pas cher, hein, mais on peut aussi manger un peu plus cher des choses bien. Voilà, c'était l'entracte commercial. Et donc il se présente comme ça. Et je dis ça, c'est important. Je vais encore vous donner une autre anecdote. Et puis ensuite, je vais vraiment parler de Léonard de Vinci. L'ADN. Et donc, Emmanuel Macron, dont on connaît très peu de choses de son enfant, à part qu'il était élevé par une grand-mère, qui lui faisait lire André Gide, Les nourritures terrestres, qui lui faisait lire Le Roi des Aulnes. Donc si vous vous intéressez un peu à ce livre de Fournier, c'est un peu bizarre. Et puis plein d'autres bouquins, dont un certain nombre sont sur sa photo portrait officiel. Et si vous regardez un peu le portrait officiel, la photographe, enfin toute l'imagerie d'Emmanuel Macron depuis des années, dont la fameuse émission de ses 100 jours
en 2017 où il est sur TF1. Vous savez, souvent quand quelqu'un prend le pouvoir dans une entreprise ou dans un pays, il dit voilà, les premiers 100 jours c'est pour évaluer, puis dans 100 jours je vais parler. Et donc Emmanuel Macron avait été élu en mai 2017 et après 100 jours il avait fait une grande interview sur TF1. Et au sol, en fait, il y avait un tapis qui s'appelle Soleil Noir. Au mur, il y avait des tableaux bizarres. Enfin bref, encore une fois, je ne vais pas re-rentrer là-dedans. Mais voilà, Soleil Noir, ça évoque une secte à l'intérieur des SS allemands. Et qui était une secte très ésotérique, très liée à des choses qu'aujourd'hui on appellerait MK Ultra, etc. Enfin, connecté à des forces occultes. Donc c'est pas commun de mettre un tableau qui s'appelle Soleil Noir dans son bureau, un tapis pardon, qui est par ailleurs relativement horrible et dont l'artiste est depuis accusé de pédopornographie. Voilà, et puis plein de choses comme ça. Enfin, je pourrais dans le domaine de la pédopornographie, je pourrais donner 1000 exemples. On a quand même eu un garde des Sceaux en France qui a eu ses lettres de noblesse en étant l'avocat de la défense au procès Outreau, où il a réussi l'exploit de dire que les enfants avaient dit la vérité, mais que les parents étaient innocents. Essayez juste de réfléchir à ce que je viens de dire. C'est passé. Les enfants n'ont pas menti et les parents ne sont pas coupables. Moi, mais ça dépasse l'entendement. C'est comme le café assis, couché, debout. Non mais sérieux, vous rigolez, mais c'est ce qu'on a vécu. On a vécu ça. On a vécu, il ne faut pas être plus de 6 après 6 heures et avant 6 heures. 6, 6, 6. Le numéro de téléphone du Covid, c'était un numéro avec que des 6. Enfin, Free, la société de Xavier Niel, qui a l'air d'être très liée à Mimi Marchand, qui est très liée, la messagerie, c'est 6, 6, 6. Mais qui choisit ce numéro pour sa messagerie de téléphone? Enfin, moi, je paierais des millions si j'étais milliardaire pour pas qu'on m'attribue ce numéro. Non, mais tout ça, c'est... Et donc, petite pause de 5 minutes, non? Parce que vous voulez peut-être acheter du miel. Un petit clin d'œil pour le miel. Donc ici, dans ma main, un extraordinaire miel d'acacia. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.